nous allons parler donc des algues et des espèces à protéger, apprendre à ne plus manger les espèces menacées. C'est une table ronde de 20 minutes présentée par Mathieu Novak, rédacteur en chef de Sciences et Avenir, avec Elisabeth Vallet, directrice d'Éthique Océan, et Olivier Rollinger, chef cuisinier, natif de Saint-Malo, qui met la Bretagne et les épices du monde entier dans notre assiette. Merci donc d'accueillir nos deux invités sous vos applaudissements. Voilà, ils arrivent. Et Mathieu, je vous laisse la tablette et 20 minutes pour les échanges. Merci beaucoup. Je vais parler le moins possible pour vous laisser le plus de temps possible. Je vous en prie, asseyez-vous, Elisabeth. Olivier, merci. On ne vous présente plus. Merci de votre soutien indéfectible. Tout à l'heure, il y a une personne qui entre deux séances, pendant la pause, m'a dit pensez à nous donner des conseils concrets. Elisabeth, je vous donne la parole tout de suite parce que vous m'en avez donné des conseils et depuis qu'on s'est rencontrés, vous avez changé ma manière vous m'avez fait goûter des poissons que je ne connaissais pas et ma manière d'en acheter avec une application dans la main. Parlez-nous de Éthique Océan. Merci Mathieu. Bonjour à tous et merci à Grand Océan de nous permettre de parler de cette consommation des produits de la mer. Il y a une petite présentation qui doit arriver probablement. Donc en effet, l'intitulé de cette table ronde, je vous remercie de l'avoir présenté. Voilà. C'est bon. Merci. Donc, vous avez vraiment bien choisi l'intitulé de cette table ronde parce qu'en effet, apprendre à ne plus manger les espèces menacées, ça va devenir quelque chose de crucial. Nous, avec Éthique Océan, on essaye d'être optimiste, de parler de consommation durable, de bonnes pratiques. Mais là, votre titre interpelle vraiment sur le fait que la réglementation autorise la commercialisation d'espèces menacées. La réglementation autorise la commercialisation d'espèces en danger critique d'extinction. Olivier parlait de l'anguille hier, il en reparlera tout à l'heure. Donc, en effet, on est dans un contexte où, malheureusement, les réglementations sont complexes. Sur la pêche, c'est indéniable, mais elle permet, cette réglementation, de la surexploitation des ressources. Donc, si on veut des océans vivants, des ressources vivantes, si on veut continuer à déguster, à se nourrir de ces ressources, eh bien, en effet, il va falloir apprendre à changer nos comportements pour faire les bons choix. La majorité des produits de la mer que nous consommons en France et en Europe plus largement sont issus de l'import. Et 38% actuellement des ressources de la mer, poissons, crustacés, mollusques, sont surexploités. Dans les eaux françaises et européennes, les choses vont un peu mieux depuis quelques années. Il y a eu des nets progrès, mais beaucoup reste encore à faire. Il reste des enjeux de surexploitation, des enjeux de pratiques responsables. Mais ce qu'il faut aussi garder en mémoire, c'est que cette surexploitation, l'impact de cette surexploitation est exacerbé par les enjeux climatiques, par le dérèglement climatique, le réchauffement des eaux, l'acidification des océans et par les pollutions diverses. Donc, en effet, à minima, il est vraiment important de consommer durable, de s'orienter vers les espèces qui ne sont pas surexploitées. Donc, comment faire, comment s'y prendre? Donc, en effet, au niveau d'Éthique Océan, on publie des supports d'information qui vous permettent, en tant que consommateur, de faire les bons choix. Donc déjà, il est important de s'intéresser à ce que l'on consomme. Souvent, on se souvient, on identifie les viandes que l'on consomme. On sait qu'on mange du bœuf, du porc, de la volaille. Mais lorsqu'on a du poisson au menu, on ne s'intéresse pas toujours, on ne connaît pas bien cette espèce. On est moins, ce monde de l'invisible, ce monde de la biodiversité marine est moins proche de nous. Et donc, il est important de savoir de quelle espèce on parle. Souvent, au menu des restaurants, on a dorade. On ne sait pas si c'est de la dorade rose qui est surexploitée ou de la dorade grise, emblématique des côtes normandes, ou de la dorade royale qui peut être aussi de pêche ou d'aquaculture. Quand on a thon au menu aussi, on ne sait pas si c'est de l'albacore, du listao, du thon rouge, du thon... il y a une grande diversité d'espèces et elles ont toutes des biologies différentes, des enjeux de durabilité différents. Donc déjà, bien savoir de quelle espèce on parle, savoir si c'est une espèce d'élevage ou sauvage. Pour les produits sauvages, c'est important de connaître la provenance précise, la zone de capture, pour ensuite vérifier si la population est en bon état.
Et pour cela, il y a des outils dont je vous reparlerai juste après. Il est important de savoir comment le poisson a été capturé, parce qu'il est vraiment crucial de s'orienter vers des engins qui sont responsables, qui ont un moindre impact sur l'environnement, les écosystèmes et les animaux. Et puis enfin, c'est important, alors c'est plus facile quand on a des poissons entiers, mais de vérifier la taille de maturité. Là encore, la réglementation, malheureusement, autorise la capture de juvéniles, la capture d'animaux qui n'ont pas eu le temps de se reproduire. Ces tailles ont été pour la plupart établies lorsqu'il y avait profusion, abondance de ressources, et parfois il y a quelques centimètres d'écart, mais parfois c'est du simple au double, la taille réglementaire étant bien inférieure à la taille de maturité sexuelle. Donc état du stock, technique de pêche, taille de maturité, ce sont vraiment les 3 critères de base à vérifier pour les poissons sauvages. Pour les poissons d'élevage, la provenance est importante, et puis les conditions d'élevage également. Là, les informations sont bien plus compliquées à obtenir. Donc il y a des écolabels comme le label bio qui garantit aux consommateurs qu'un certain nombre de critères environnementaux ont été respectés lors des étapes de production. Donc ces informations sont disponibles pour le consommateur. Le poissonnier, votre poissonnier a l'obligation d'indiquer le nom scientifique, la provenance précise et la technique de pêche pour les poissons sauvages, et également s'il s'agit d'un poisson d'élevage. Donc là, vous pouvez vraiment questionner votre poissonnier. Cette obligation n'a pas lieu dans les restaurants. Les restaurateurs n'ont pas cette obligation d'indiquer ces informations sur les menus. Mais tout client qui demande cette information a le droit de l'obtenir. Le restaurateur a ces informations de la part des fournisseurs. C'est sur les étiquettes, c'est sur les factures. Donc le plus on sera à poser ces questions aux poissonniers, aux restaurateurs, ça peut influer sur toute la filière. Donc pourquoi il est important de vérifier les provenances précises? Donc Monsieur Fouché tout à l'heure parlait du cabillaud. Vous voyez en effet que sur nos côtes françaises, il est effondré. Donc le poisson local n'est pas forcément durable. Et si on veut du poisson, du cabillaud durable actuellement, il faut s'approvisionner en Islande. Même les stocks de Norvège commencent à être surexploités. Donc vous voyez la diversité d'état des stocks. Donc ça, c'est les évaluations scientifiques qui nous permettent de connaître l'état des populations. Et ça montre l'importance de bien vérifier la provenance précise. Et c'est à l'échelle de ces stocks que l'on peut vérifier ces provenances sur les étiquettes des poissonniers. Pour compléter un petit peu les enjeux des produits de la mer, il n'est pas rare d'avoir dans nos assiettes du cabillaud qui a été pêché au large de la Norvège, par exemple, qui est parti en Chine pour être fileté, surgelé, il y a des processus de double surgélation, enfin il y a tout un circuit pour ramener les filets en Europe et qu'ils finissent dans nos assiettes. Donc ça, c'est un enjeu important à connaître également, avec tous les enjeux de traçabilité et de durabilité qu'on peut imaginer. Donc il est important, au-delà des critères de durabilité que je présentais, c'est important de diversifier notre consommation. En France, les principales espèces consommées, c'est le cabillaud, ou plutôt je devrais dire le dos de cabillaud, et donc qui est très, très surexploité, et le saumon d'élevage. Nous sommes les plus grands clients de la Norvège. On importe de la Norvège, du Chili, du saumon qui est élevé en grande partie dans des conditions très, très intensives. Donc ça, c'est pour les poissons les plus consommés en frais. Sinon viennent après les thons, les crevettes. Exactement. Et donc il est important de baisser la pression que l'on exerce sur ces ressources, diversifier notre consommation, aller sur des espèces parfois méconnues, les espèces de nos côtes, les espèces françaises pêchées par nos pêcheurs français, notre pêcheurs artisans. Il y a des belles initiatives en Normandie, notamment. Nous travaillons sur certains projets avec les pêcheurs normands. Il y a l'organisation Normandie Fraîcheur Mer qui a mis en place l'opération Poisson Bon Plan, qui valorise des espèces comme le taco, le congre. Donc ça, ce sont des très belles initiatives, mais à nuancer également, parce que c'est des espèces qui, par nature, sont moins abondantes que des espèces plus lointaines comme le cabillaud, le hareng et d'autres. Et en fait, comme elles ne sont pas intéressantes, comme elles ne sont pas
très importantes au niveau commercial, elles ne sont pas suivies scientifiquement. Donc il ne faut pas non plus reporter toute sa consommation sur ces espèces méconnues. Donc d'une manière globale, il faut de la modération, que ce soit sur les espèces lointaines, sur les espèces plus proches, bien vérifier l'état des populations, diversifions notre consommation et aussi le moins mais mieux, moins de protéines animales, c'est quelque chose qu'on commence à bien intégrer dans notre consommation au niveau des animaux terrestres, mais il faut que ça concerne l'ensemble des protéines animales et celles des animaux aquatiques également, si on veut les préserver et en profiter sur le long terme. Alors Elisabeth, vous à Éthique Océan, vous ne faites pas les mesures, vous agrégez toutes ces données auprès de différents organismes de recherche. Et vous produisez un document que vous ne nous avez pas encore montré. Exactement, j'y venais. Voilà le guide des espèces que nous publions. Merci Olivier. Alors ça, c'est difficile d'aller chez son poissonnier avec ça sous la main. Oui, mais c'est passionnant à lire, paraît-il, hein, Olivier. Mais... Et donc, c'est un guide que l'on publie tous les ans pour les professionnels de la filière, parce que l'association Éthique Océan est dédiée à l'ensemble des professionnels de la filière, à la fois les producteurs, pêcheurs, aquaculteurs, et tous les organismes, tous les acteurs de la distribution. Et on les accompagne pour la mise en place de pratiques d'approvisionnement durable. Donc on fait le point sur ce guide, sur l'état des stocks, l'état des populations des principales espèces commercialisées en France. On compile toutes les données scientifiques de l'IFREMER, des autres organismes, et notamment du CIEM, qui est l'organisme européen qui compile toutes ces données scientifiques. Et on établit des recommandations d'achat en fonction des provenances et en fonction de l'état des populations. Et parce que l'idéal, on se dédie à ces professionnels de la filière, parce qu'idéalement, on estime que ça ne devrait pas être au consommateur de faire des choix entre une espèce durable et une espèce menacée. Mais on n'est pas dans un monde idéal. Donc en fait, on a développé une application pour le consommateur, pour tout à chacun, pour avoir les bonnes recommandations d'achat. Et ces recommandations donc, sont disponibles sur notre application Éthique Océan. Merci beaucoup. Olivier, il faut qu'on apprenne à cuisiner ces nouveaux poissons. Il faut qu'on apprenne à cuisiner du coup de nouveaux poissons. Comment est-ce qu'on fait ? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui orchestrent, qui animent ces rencontres, Grand Océan. Remercier Monsieur le maire de toujours nous accueillir si chaleureusement, avec autant d'efficacité. Moi, le breton, j'arrive toujours en Normandie avec beaucoup d'admiration. Et chapeau en particulier également au monde de la pêche en Normandie. J'aimerais bien que mes amis pêcheurs bretons prennent exemple sur bien souvent. Et puis remercier évidemment tout le monde scientifique, parce que moi, si je suis là, je suis simplement un cuisinier, bon, même si j'ai une formation scientifique. C'est en me rapprochant des scientifiques que je me suis rendu compte qu'effectivement, alors pour ce qui me concerne, le cuisinier, la cuisinière, mais là, je ne vous parle pas en tant que chef étoilé ou ceci ou cela, mais je parle de comme celui ou celle qui nourrit au quotidien. Et bien effectivement, dans tout ça, l'érosion, l'acidification, le dérèglement climatique, la perte d'oxygène, les polluants. En fait, pour nous, les mangeurs et les mangeuses que nous sommes, le garde-manger marin est malade, est très malade, voire mort. Voire un désert liquide, voire une poubelle, et comment devons-nous faire ? Comment allons-nous nous nourrir différemment de l'océan ? Et ça qui est. Alors, il faut savoir que effectivement les chefs étoilés, mais ça c'est anecdotique, mais le cuisinier, la cuisinière, en particulier qui cuisine, je déteste le mot de cuisine collective, mais qui cuisine au quotidien. Dans la cantine de la maternelle, dans le collège, dans le lycée, à l'université, en entreprise, à l'EHPAD, en prison, à l'hôpital, eh bien, c'est 60% de prélèvements. Ils représentent 60% de la consommation de tous les produits marins. Ce sont les premiers prescripteurs. C'est la raison pour laquelle je me suis rapproché maintenant depuis près de 14 ans d'Éthique Océan, et en particulier d'Elisabeth Vallée, qui fait un travail remarquable depuis des années, mais sans pointer du doigt et sans faire porter la responsabilité à l'un ou à l'autre. On a tous une part de responsabilité dans de quelle manière nous souhaitons. On mange toujours encore beaucoup trop de saumon et beaucoup de cabillaud. Pas du tout, c'est un bémol, mais hier midi, on m'a servi à Cherbourg du saumon. Hier soir, on m'a servi du saumon, bien qu'il y ait un excellent élevage, bien que je ne défende pas du tout l'élevage en général, mais là, l'élevage de saumon à Cherbourg est absolument exceptionnel, mais néanmoins qu'on nous serve, alors que
On en parlait tout à l'heure, la dorade grise en Manche, en Normandie, et d'autant que les pêcheurs normands vont au-delà de la réglementation en considérant que de toute manière la taille réglementaire est inférieure à celle qui permet à cette espèce de pouvoir se reproduire. Donc on voit bien que aujourd'hui, parfois même les professionnels vont au-delà. Et puis nous, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, les scientifiques nous disent, et en particulier, je salue en particulier le travail de toutes ces femmes et ces hommes à Ifremer, ils disent, ben voilà, il y a un certain nombre d'espèces qui sont suivies, et là, top, il faut arrêter. Il faut arrêter, ça c'est en danger, ça c'est en danger. Donc il faut communiquer, parce que pour la plupart, et là je parle même des grands cuisiniers, celles que vous voyez avec des toques, des étoiles, des machins, des trucs, ils ont aujourd'hui une forme de prise de conscience de l'environnement et que le garde-manger, l'humanité, qui est là, bien souvent pour eux la terre, mais très rarement la mer. Ils veulent avoir, ils connaissent le nom du prénom de la personne qui leur récolte les petits pois, le volailler, la personne qui fait le yaourt, l'apiculteur, tout ça. Mais alors, plus on s'éloigne de la côte, la mer, ils connaissent qu'une chose, c'est est-ce qu'il est frais et son prix. Savoir. Et quand on leur demande, et même les plus grands, et même à l'international, je leur demande qu'est-ce qu'un poisson durable. D'ailleurs, je pourrais poser la question au hasard, comme ça, dans le poisson durable. Il y a plein de gens qui me disent, les poissons durables, les poissons, ils sont dans l'eau. En vrai, oui, il ne faut jamais oublier que le poisson, c'est un gibier, en réalité. C'est comme si on voulait se nourrir de ce qui nous reste aujourd'hui dans la forêt, dans la clairière, dans la lande, quoi. Hein, c'est du gibier. Et alors, l'idée que... alors, moi, évidemment, il y a eu la surexploitation. Il ne faut pas pointer du doigt que les pêcheurs. Et d'ailleurs, ils ont fait énormément de progrès. Ça ne suffit sûrement pas. Mais néanmoins, moi, j'ai appris beaucoup aussi à leur côté. Et on voit bien que les pollutions en particulier, tous ces perturbateurs endocriniens, tous ces métaux lourds, enfin, toute l'activité des hommes et des femmes sur le littoral engendre finalement un mal-être du milieu marin qui fait que les pêcheurs ont évidemment de moins en moins de poissons à pêcher également. Mais comment se fait-il qu'il existe encore des gens qui considèrent que pour élever des poissons, il faut aller chercher, il faut mettre en place des bateaux. Je rappelle, beaucoup, vous le savez, mais le vocabulaire n'est pas anecdotique. Minotier, pour faire de la farine, de poisson, pour nourrir d'autres poissons. Il y a un rapport à minima de 3, voire plutôt 4, 5. C'est-à-dire pour 1 kilo d'un vilain saumon, il faut près de 3 kilos de poissons sauvages. On se dit, il se passe quelque chose. Sans parler des antibiotiques, sans parler des antiparasites. Donc, c'est aberrant. Peut-être encore plus aberrant. Aller faire du poisson de la pâte à papier. Ah oui, de la pâte à papier colorée. Avec, évidemment, un arôme artificiel totalement chimique. Pour faire des bâtonnets que vous appelez surimi. Aberrant. Quand vous avez un petit... J'ai eu la chance, c'est anecdotique, mais un petit garçon qui vient avec ses parents, et puis qui vient au restaurant, il y a maintenant très longtemps, ma femme peut en témoigner, qui est présente. Puis ce petit garçon sort, il a 11 ans, il est content, et puis les parents sont très contents, il a mangé plein de choses, il me dit, et le petit garçon me regarde, il me dit, puis surtout le premier plat, c'est délicieux. En fait, et il me dit, ça avait presque goût de surimi. C'était juste une araignée, la moussette décortiquée 2 heures avant, pas passée au frigo, juste comme ça, avec un peu de son corail, un point d'acidité. Il me dit, bah, je dis, là, il se passe quand même quelque chose. C'est comme la personne, il me dit, votre dessert à la fraise, il a presque le goût de tagada, formidable. Quoi. On n'en est pas loin. Quoi. Bon, et là, on s'est dit, mais de quelle manière encore pouvoir se nourrir de l'océan? Alors, vous l'évoquez, beaucoup de poissons, c'est-à-dire sur nos côtes, à hauteur pratiquement de 20% des poissons, ne sont pas suivis scientifiquement parce que jusqu'ici, il n'y avait pas d'intérêt commercial. Donc, effectivement, on a plutôt tendance à se rabattre. Alors, à un moment donné, on s'est rabattu sur le maquereau. Parce que maintenant, ça fait 14 ans que je suis tout ça. Et puis, on s'aperçoit que le maquereau est en danger. Puis après, évidemment, on a commencé par le bar. Et encore, on ne sert plus de bar dans nos restaurants.
et j'ai passé la consigne au niveau international, comme on l'avait pu le faire il y a maintenant 13 ans concernant le thon rouge. Ensuite, l'anguille. Le bar, il ne pas le consommer l'hiver. Mais on s'aperçoit que, on dit on a basculé sur le lieu, mais le lieu fragile maintenant. Après, on est passé sur le maquereau. On dit, ah ben, il y a le maquereau fragile maintenant. Puis alors, on était passé sur le chinchard. Parce que vous savez, le chinchard, on appelait ça, nous en Bretagne, le bar pour les chats, quoi. Poisson à chat. Alors que nos amis japonais, qui sont quand même les plus fins dégustateurs de poissons crus, considéraient que c'était le meilleur poisson cru. Et nous, on le jetait et on préférait aller dans des espèces de sushis qui n'ont que le nom pour aller manger du saumon d'élevage. C'était aberrant, quoi. Ben maintenant, le chinchard est aussi en danger. Alors, qu'est-ce qui nous reste, nous, les cuisinières et cuisiniers que nous sommes tous, parce qu'on a besoin de se nourrir aussi de la mer. Dites-nous ce qui nous reste et je suis désolé. Oui, je suis désolé, mais et ce qui nous reste, eh bien, moi, je vais vous dire, je pense qu'il va falloir... L'ANSES dit qu'il faut manger du poisson deux fois par semaine. Mais c'est aberrant, on ne pourra jamais nourrir l'ensemble de la population en mangeant du poisson 2 fois par semaine. Ça c'est complètement... J'allais dire, ouais, c'est peut-être très bon pour la santé, mais c'est encore très bon pour la santé. Quel poisson? Métaux lourds, dioxine, PCB. Et peut-être que d'ailleurs, le salut du poisson, c'est terrible ce que je vais vous dire. C'est peut-être le fait qu'on l'empoisonne de plus en plus. Aujourd'hui, il faut être fou pour manger de l'anguille. Il faut être fou, c'est un poison, l'anguille. Et quand vous voyez l'ANSES qui dit, effectivement, qu'il faut manger du poisson 2 fois par semaine, et en même temps, il vous dit, toutes les mamans, les futures mamans, celles qui peuvent devenir mamans, et les enfants de moins de 3 ans, doivent, alors là, pour le coup, manger du poisson simplement, allez, entre une fois et 2 fois tous les 2 mois. C'est-à-dire 1 fois par mois. Je dis, il y a quand même un petit problème, quand même. Hein, et l'ANSES dit ces 2 choses assez contradictoires. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Alors, moi, évidemment, je pense que le monde marin, il ne faut surtout pas abandonner nos amis pêcheurs. Il y a évidemment toute la conchyliculture. Puis alors, ce matin, un monsieur, là, je trouvais exceptionnel, il a raconté, dit Fromer, ah ben oui, mais attends, le problème, c'est que les coquillages dégagent du CO2. Ah mince, bon, quand même peut-être... Bon, mais je pense, j'ose espérer qu'on peut encore manger un peu plus de coquillages que de poissons. C'est la première chose. Puis la deuxième chose, évidemment, c'est quelque chose qui va être formidable, c'est quand même le développement du jardin marin. Et là, la Normandie, comme la Bretagne, enfin toute la Manche, bien évidemment, ce sont les algues. Et en plus, bonne nouvelle, bourré de protéines, bourré d'oligo-éléments, bourré de sels minéraux, et en plus, ils captent du CO2. Il va falloir conclure, hein, Olivier. Donc, en fait, on va se nourrir demain, on se nourrira de plus en plus, quelques coquillages, quelques crustacés, mais surtout des algues. Et c'est pour ça qu'il faut imaginer. Et je pense que c'est pas du tout, faut pas être nostalgique de ce qu'il y avait avant. Je pense que la jeunesse qui fait preuve d'une maturité, d'une clairvoyance extraordinaire aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde, elle va imaginer une autre cuisine, une autre manière de s'alimenter qui sera aussi délicieuse, qui sera vertueuse, qui sera en pleine conscience et qui fera du bien à la santé de chacun et à la planète. Merci. Merci Olivier, merci beaucoup. Merci à Mathieu Novak pour la modération des échanges. Merci donc à Olivier Rollinger et Elisabeth Vallet pour cette séquence. N'oubliez pas de télécharger l'appli d'Éthique Océan qui est remarquablement faite. Alors, on n'y manquera pas et merci de l'avoir rappelé, Mathieu.